Je suis arrivé à Los Angeles, les gens vivaient leur personnalité, tout est possible, on s'en fout un peu du regard des autres, on dit bravo quand t'as du succès, les gens vivaient pour se faire plaisir, mais des étoiles dans les yeux. J'ai identifié tôt dans ma vie que, par chance, je peux vous raconter de l'anecdote, mais que si on est visible, en fait les choses viennent à soi, en fait, quelque part. C'est un peu on donne, on reçoit. Au fur et à mesure que les choses se digitalisent trop, à un moment, on va quand même avoir ce besoin qui est humain de se connecter, on est d'être sociétal, de rencontrer d'autres personnes. Ça va être le filtre ultime de l'authenticité et du contrat de confiance. Le but de l'AI, c'est se rendre meilleur à ce qu'on sait faire, c'est pas nous faire faire ce qu'on savait pas faire avant. Et je pense que ça, c'est essentiel. Max, saison 3 de La Savane, en collaboration avec Mirabeau. On est extrêmement content de commencer ce partenariat avec eux. Pour plusieurs raisons qu'on va un peu voir maintenant, mais une d'entre elles était cet accès à des entrepreneurs incroyables parce qu'ils nous ouvrent un réseau vraiment de personnes et on est vraiment impatients et excités de commencer ce partenariat. Ouais, on voit avec Mirabeau qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle du skin in the game, mais c'est quelque chose qu'on admire. On le voit via deux choses qui sont inspirantes. La première, c'est que leurs partenaires investissent leur propre argent dans les mêmes opportunités d'investissement qu'ils proposent à leurs clients, et ça, c'est assez rare. Et on voit aussi qu'ils soutiennent vraiment l'écosystème entrepreneurial et start-up suisse via leur stratégie d'investissement. Et ils le font depuis un moment. C'est une boîte qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils soutiennent des générations d'entrepreneurs. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on trouvait vraiment cool, justement, c'est cette vision long terme qu'ils ont d'accompagner et de développer le marché suisse. Et ce développement passe par soutenir l'écosystème, soutenir les fondateurs, soutenir les startups, la tech, etc. Et ça, c'est super excitant. Ouais, et on voit qu'ils sont vraiment impliqués au niveau personnel, dans leur stratégie d'investissement, et ils ouvrent vraiment cet accès à l'investissement dans les startups et la tech suisse, ce qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs, ce qui fait que cet engagement et cette envie de vraiment soutenir cet écosystème-là, c'est ce qui en fait un si bon partenaire pour nous. Il y a le soutien des entrepreneurs, puis il y a aussi l'envie de pousser la Suisse comme un leader sur le marché de l'innovation en Europe. Et ça, justement, si on parle de tech, c'est extrêmement important parce qu'on doit se repositionner là-dessus et il y a vraiment une place à prendre et la Suisse est bien placée pour l'avoir. Et ils sont vraiment en train de pousser ça et c'est extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de travailler avec eux à ce niveau-là. Ouais, donc merci beaucoup à Mirabeau pour leur soutien pour cette saison et merci aussi à vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette belle aventure avec cette saison 3. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Dans cet épisode, on a la chance d'accueillir Sébastien Tondeur, le dirigeant de MCI, une très grande agence d'événementiel avec plus de 1800 employés dans 31 pays différents. Et avec Sébastien, on a eu l'opportunité de parler de l'agence d'événementiel, de ce business-là, de comment c'est de croître une agence qui est partie d'une petite boîte suisse à quelque chose de multinational, comment c'est de diriger tout ce monde, quels sont les principes de leadership, comment gérer, comment faire en sorte qu'on avance, qu'on voit la stratégie à long terme. On a aussi parlé de l'AI, évidemment, de comment l'AI va faire évoluer le marché des agences, le marketing, l'événementiel. Est-ce que l'AI va faire que plus de gens vont aller à des événements ou moins de gens vont aller à des événements? C'était hyper intéressant d'échanger avec Sébastien sur tous ces sujets et j'espère que vous allez aimer cette conversation autant que nous. Bienvenue dans La Savane. Salut Sébastien. Salut messieurs. Merci beaucoup d'être là avec nous, ça fait plaisir de t'avoir. On va commencer par une question un peu personnelle, mais en même temps pour poser un peu le contexte. Tu diriges aujourd'hui une entreprise de 1800 personnes à travers 31 pays. Mais qu'est-ce qui, toi, en tant que CEO, c'est quoi le problème ou on va dire la question qui t'obsède le plus en ce moment? Alors, je dirais, là, on vient de finir, on fait chaque année au mois d'octobre, donc là, j'ai les résultats, ce qu'on appelle une évaluation de la satisfaction des équipes, le Talent Engagement Survey. Donc, j'ai eu les résultats récemment. Donc, moi, c'est toujours un grand moment, puisque bien sûr, il y a la performance financière, la performance avec les clients. Mais moi, je veux d'abord savoir, est-ce que mes équipes, elles sont contentes? Est-ce qu'ils ont les ressources qu'elles ont besoin pour bien bosser? Est-ce qu'ils sont contents de comment on dirige l'entreprise? Ils sont clairs sur la vision? Ils savent comment ils peuvent contribuer à notre objectif et notre purpose. Donc là, les résultats sont positifs, donc j'ai ça en tête. Et puis évidemment, il y a aussi des choses à travailler l'année prochaine. Donc j'ai un peu ça dans la tête si on parle du moment présent. C'est intéressant parce que toi, on a lu que tu dis beaucoup que ton rôle, c'est de tenir la boussole finalement. Qu'est-ce que tu entends un peu par ça? Par tenir la boussole, je pense qu'en tant que dirigeant, on a plusieurs rôles clés. Un rôle clé, c'est d'incarner et de donner une direction à l'entreprise, de définir qu'est-ce qui est du bruit et qu'est-ce qui est important d'écouter. Donc, c'est ce filtre.
que je dois être ce filtre-là. Le deuxième élément, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que les équipes, justement, elles sont heureuses? Est-ce qu'on dirige comme il faut? Est-ce qu'elles ont les ressources pour pouvoir faire leur métier dans notre cas? Donc c'est ça un peu la boussole. Donc c'est beaucoup ces deux côtés-là. Garder le cap. Il y avait un autre point qu'on a trouvé intéressant parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses, on a été regardé. Et tu parles à un moment donné de vouloir construire quelque chose qui va fonctionner ou qui peut fonctionner sans toi. Est-ce que aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est le cas si, imaginons, demain, tu décides de partir ouvrir une baraque à frites ailleurs, en Thaïlande, est-ce que ça peut fonctionner sans toi? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour arriver à ça, pour avoir vraiment un outil, entre guillemets, qui fonctionne totalement indépendamment de toi? En fait, ça, c'est peut-être le côté un peu patrimonial. Donc, je crois que c'est Jeff Bezos, je lui ai volé, c'est Build a business for the next 100 years. Je crois que je lui ai volé. Donc, en fait, moi, c'est ce côté patrimonial où je me dis, je ne construis pas ce business pour assouvir mes besoins personnels ou pour payer ma vie. C'est vraiment quelque chose où je mets du cœur pour construire quelque chose qui va durer. Je trouve que c'est une responsabilité en tant qu'entrepreneur ou de dirigeant de construire, parce qu'il y a d'autres gens derrière, il y a d'autres familles derrière qui sont nourries à travers cette entreprise, qui déploient leur passion, qui travaillent dur pour contribuer. Donc il faut qu'ils contribuent à quelque chose qui durera dans le temps. Donc pour moi, c'est essentiel comme état d'esprit déjà à l'origine de mon mode de direction. Après, est-ce que ça fonctionnera sans moi? Évidemment. Si demain il m'arrive quelque chose, ça va tourner. Différent, mais ça va tourner. Toutes les entreprises, ça va aller. Mais cette vision à 100 ans, comme tu dis, est-ce que c'est un truc que tu as... J'ai pas envie de dire dès le début, mais est-ce que assez tôt, tu avais cette vision, etc. Ou c'est venu petit à petit, ça s'installe, tu vois, ça s'installe tout doucement. C'est un truc où tout d'un coup, tu te dis, non, mais en fait, c'est vraiment un truc que je dois construire pour les 100 prochaines années. C'est quoi un peu comment t'en arrives là, en fait? Non, c'est sûr qu'au début, moi, j'ai commencé tôt, à 21 ans. J'ai rejoint donc, l'entreprise qui avait fondée par 4 associés, dont mon père. Mais au début, il y avait une innocence totale. Je devais apprendre, on grandissait, il y avait une opportunité de marché, je la prenais. On pouvait développer des nouveaux bureaux parce que les clients nous donnaient une demande, donc on le faisait. Franchement, j'ai surfé la vague. Et puis après, avec le temps, on devient plus mature, on commence à réfléchir, ça devient plus délibéré. Et puis, je pense que c'est à travers ces réflexions-là où j'ai commencé à me dire, donc moi, j'ai pris la direction à peu près après 15 ans dans l'entreprise. Donc là, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Mais c'est vrai que ça a été ce cap-là quand j'ai repris le flambeau officiellement. C'était à Montreux. On avait invité toutes nos équipes où j'ai repris le flambeau officiellement en tant que PDG de l'entreprise. Je pense que tout de suite, je me suis inscrit dans le très long terme avec l'annonce de mon BP. C'était une vision que tu avais, donc tu avais quoi, 35, 36? Ouais, si mon calcul c'est ça, 35, ouais, un peu plus. Ouais, dès le début, tu avais quand même cette vision d'être pas sûr, mais plus que long terme presque. Parce que comme tu dis, c'est 100 ans. Quand les gens disent long terme, c'est de nouveau, est-ce que c'est les 20 prochaines années? Non, là, c'est les 100, voire les 200 pour dire si tu vas vraiment vigilant. Tu as toujours eu ça, quoi. Ouais. Ok. Et ça amène un sujet qui est assez intéressant, qui est le sujet dont tu as beaucoup parlé aussi, c'est la capacité à structurer. Tout ce qui est gouvernance, process, rigueur, etc. Et tu as même dit, c'est pas le flair ni l'adrénaline, c'est vraiment cette capacité à structurer tout ça. Tu peux nous expliquer l'importance, pourquoi c'est si important de bien structurer, d'avoir une bonne gouvernance et cette rigueur pour faire grandir une boîte comme MCI? Ouais, c'est intéressant comme question. Je ne sais pas trop, mais parfois, quand je réfléchis un peu à ce sujet-là, j'ai fait mes études académiques, donc universitaires, aux États-Unis. C'est une culture anglo-saxonne où il y a de la rigueur, de la structure, du systématisme. On nous apprend à travailler de manière délibérée, de comprendre nos raisonnements. Donc, d'être organisé. À l'Uni, il faut être organisé. Que ce soit du petit budget pour vivre, quand on part à l'étranger, c'est pas facile, il faut être organisé, structuré. À l'école, pour compléter les demandes à l'école, il faut être organisé, structuré. Mes écoles de commerce, c'était d'être structuré, organisé. Après, quand j'arrive dans l'entreprise, je commence à être donc event manager, donc il faut être organisé pour organiser des événements, il faut être structuré, c'est ce que les clients nous demandent aussi. Et puis après, quand je rentre dans la direction, un père entrepreneurial, créatif,
C'est généralement pas les plus structurés, donc forcément pour faire une place, on se fait la place qui existe et c'est la place de la structure. Donc on s'est bien entouré. Et au fur et à mesure des années, je dirais que presque aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus que la place, j'ai pu la prendre sur la création, driver le futur, comme on a juste dit avant. J'ai un super CEO qui est dans la structure, ça me permet d'être plus dans la création, et peut-être moins dans la structure parfois. Juste pour revenir sur un truc d'avant, quand tu reprends le flambeau, comme tu as dit, 35 ans, il y a combien de personnes à ce moment-là dans la boîte? C'est combien d'employés? 800. Ok. Est-ce que ton boulot de PDG de 800 employés dans X nombre de pays jusqu'à 1800 aujourd'hui, 31 pays, est-ce que c'est le même boulot pour finir ou est-ce que ça change radicalement du moment que tu passes un certain cap de nombre d'employés, de nombre de pays dans lequel tu es, etc. Ou est-ce que le boulot pour finir c'est toujours le même? Que tu sois, j'exagère, mais que tu sois 5 ou 1800, est-ce que c'est la même chose ce rôle-là? Alors moi je me suis tout de suite inscrit dans faire le boulot de PDG. Vision long terme, garder le cap sur la culture, être sûr qu'on est structuré, qu'on déploie, priorité pour le quarter, priorité pour le semestre, priorité pour l'année. Comment ça s'inscrit dans le plan de 3 ans? Je me suis vraiment tout de suite inscrit dans diriger l'entreprise. Donc on dit être on the business, pas in the business. Donc avant j'étais in the business, je dirigeais la moitié du groupe, la moitié du groupe sur un certain groupe on a 2 groupes de clientèle, je dirigeais un des groupes, mais je me suis vraiment tout de suite inscrit dans ce côté-là dès le début. Et émotionnellement, c'est quoi qui est le plus lourd à porter sur un job comme ça? Je dirais probablement pour tous les dirigeants, peut-être plus les entrepreneurs, parce qu'on a parfois peut-être un petit peu plus de cœur, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est garder le cap, c'est une discipline de tous les instants. Il n'y a jamais de down. C'est tout le temps on. Tu dois toujours porter ce message, répéter, s'assurer que tout le monde est sur la ligne. C'est comme le pilote automatique dans la voiture sur l'autoroute. Là, on a tout ça maintenant. Puis quand on va sur les petites routes, c'est ultra dérangeant. Mais en fait, c'est vraiment ça mon job, c'est ce pilotage à travers ça, tout en étant garder aussi toujours un petit 20% de ne pas être dogmatique aussi et d'écouter et de savoir faire les changements de cap quand ils sont nécessaires. Donc ça, c'est aussi hyper dur parce que de temps en temps, il faut que les équipes soient un peu fortes parce qu'on a le message, on est clair, non, on va là. Puis au bout de 2-3 fois, il faut ça. Attends, il me dit quelque chose, il faut quand même que j'écoute là, je vais vérifier s'il n'y a pas, on ne doit pas prendre peut-être un virage. Donc il faut avoir aussi cette capacité d'écoute des équipes. Ouais, parce que quelle est la place de l'innovation là-dedans, tu vois? C'est intéressant ce que tu dis, dans le sens garder le cap, aller dans une direction, mais s'il y a pas mal de gens à l'interne qui commencent à dire « Ah, mais peut-être là-bas, ça peut être intéressant aussi », quand est-ce qu'on dit « Ok, on essaye », quand est-ce qu'on dit « Non, en fait, non, ça sort trop du cadre ». Moi, j'aime bien dire, je pense que mon super pouvoir, c'est la collaboration. Donc en fait, je décide pas tout seul. Je fais énormément de workshops, de réunions. Quand je lance un BP, c'est passé par au moins 10-15 workshops, je visite beaucoup de pays, je parle avec les directions, je m'organise pour faire un feedback structuré partout, je ramène des infos et après, oui, on trie et on se dit, OK, est-ce qu'on a bien trié, est-ce qu'il manque quelque chose? Et on valide. Donc c'est vraiment, je considère que c'est notre super pouvoir, c'est d'être justement très collaboratif. Après, quand il y a une décision, je suis dur, on a décidé, maintenant on avance, c'est terminé la discussion. Puis après, donc nous, on a un processus comme ça à 3-5 ans à chaque fois, parce que souvent 5 ans, c'est un peu loin, mais c'est ce qu'on prend comme perspective. Mais en réalité, on se révise à peu près tous les 3 ans et demi, 4 ans, parce qu'il y a la vraie vie. Mais on a aussi après le processus annuel, où on challenge la vision à long terme sur l'année qui va venir. Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contexte qui a changé? Est-ce qu'il y a une petite adaptation à faire pour l'année prochaine? Et généralement, on est dans du 80-20, donc 80%, c'est exactement ce qu'on avait prévu dans la ligne des 3 ans et demi. Et puis, il y a 20% qui doit être un peu adapté par rapport au contexte actuel, que ce soit lié au client, lié au monde. Donc, toujours une petite adaptation, mais toujours en équipe. Il y a une année où vous étiez complètement off-track, où vous avez dû tout revoir pour l'année d'après? J'ai jamais pas grandi d'une année sur l'autre. On n'a jamais pas été à rentabilité équivalente ou plus d'une année sur l'autre, sauf le Covid, où là, ça a été ultra violent
Parce qu'en fait, quand on m'interrogeait avant, on aurait fait ce podcast il y a 20 ans, qu'est-ce qui te fait peur? J'aurais dit rien, sauf si il y aurait un virus, on n'aurait pas le droit de faire des événements. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Hein, et voilà, cadeau. Et puis encore, pendant que ça arrivait, je me dis, mais c'est pas possible. Le monde ne va pas se confiner, c'est impossible, ça peut pas tourner. Puis finalement, si, ça peut tourner. Donc là, on a eu... ça a été extrêmement intense parce qu'en fait, ma stratégie de croissance, et qu'est-ce que j'ai appris à l'école en construisant un business, c'est d'être diversifié, avoir des clients dans plusieurs secteurs, idéalement à l'intérieur de ces clients de différents secteurs, avoir différents rôles qui nous donnent du budget, donc pas que le marketing, la com, les RH, le leadership, le R&D, qui nous donnent des budgets et qui utilisent nos services, et d'être diversifié de manière globale. Parce que ça permet, si aux États-Unis ça va moins bien, peut-être qu'en Europe ça va mieux. Quand ça va moins bien ici, peut-être qu'à Singapour, en Asie, ça ira mieux. Puis si ce n'est pas là, ce sera en Amérique latine. Donc c'est diversifier son risque pour grandir. Ça nous a toujours réussi, sauf l'année où tous les secteurs ne pouvaient pas travailler, tous les rôles ne pouvaient pas travailler et toutes les régions ne pouvaient pas travailler. Donc là, c'est vrai que c'est tombé fort. Après, donc là, on a eu une année à moins 50%. Donc beaucoup de concurrents ou dans d'autres domaines c'était moins 80, donc on va pas se plaindre, mais aussi il y avait de la stratégie là-dedans, parce que dans ma stratégie c'était aussi d'être un généraliste et d'intégrer toutes les compétences. Donc quand on a dû pivoter de notre contenu, donc on est dans l'événementiel, dans notre contenu live, on a pu transférer beaucoup des compétences vers le contenu en streaming digital, et on avait toutes les ressources en interne pour comprendre la chaîne de valeur de bout en bout, inclus la technique. Et ça, c'était pas anodin. Donc, on a très rapidement construit une dizaine de studios dans nos différents bureaux parce qu'on comprenait la technique et on a pu commencer on avait de l'expérience évidemment avant déjà, à peu près 10% de ce qu'on fait, c'était du digital. Donc, on a pu convertir rapidement beaucoup de nos solutions. Après, ce qui s'est passé aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'avais à peu près 2000 clients en 2019. C'est passé à 1000 clients en 2020-21. Et aujourd'hui, on a en gros 1200 clients. Donc en fait, ça a été aussi salvateur parce que ça a énormément épuré et nous a obligés à nous concentrer. Donc quelque part, on dit toujours, shit of yesterday, souvent, qui reste dans nos entreprises. Et ça, c'est tout parti. Donc c'est comme si on avait remonté une nouvelle boîte de zéro et depuis, les performances sont magnifiques et on a appris plein de choses pendant cette période, en réalité. Tu parlais de la croissance avant chaque année, etc. Si tu regardes en arrière, je ne sais pas moi, tu prends les 10-15 dernières années, est-ce que tu arrives à identifier les quelques leviers de croissance qui ont vraiment eu un impact pour vous de manière flagrante, qui ont vraiment été, qui ont apporté un gros changement? Aujourd'hui, si tu le regardes un peu, ce serait quoi? Tu arrives à les définir? Oui. Je pense que, alors, dans les 10-15 dernières... Enfin, je veux dire, on est dans un marché où on a réussi à devenir... on va dire, même si c'est uniquement pour la mesure, mais numéro 1 mondial dans certains domaines. Donc c'est vrai que c'est très vaste le domaine de l'événementiel, mais il y a 2 domaines qui nous ont beaucoup portés, qui ont été d'un côté l'organisation de grandes conventions et de salons pour des associations professionnelles, notamment dans le pharma, et de travailler avec des entreprises mondiales qui veulent déléguer l'organisation de leurs événements à une équipe externe. Donc l'externalisation long terme. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup porté. On s'est concentré là-dessus. Donc la leçon, c'est quoi? C'est focus, en fait, quelque part. Et puis de rentrer, de sentir un marché qui est en consolidation, où il va y avoir une rationalisation et où il y a un besoin. Donc nous, en fait, j'avais construit ma vision. C'était toujours, en fait, maintenant j'ai perdu l'expression, mais c'est build it and they will come. Je suis désolé, j'ai plein d'anglicismes, mais bon, je pense que sur votre audience, ça ira. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a monté une agence globale avant d'avoir des clients globaux. Mais en fait, le besoin, on l'a senti. Ça doit demander, pardon, je t'ai coupé, mais ça doit demander pas mal de ressources. Enfin, quelque part, c'est intéressant. Comment tu démarres ça? Donc, entreprise suisse, familiale suisse. D'un coup, il faut se dire, OK, on va construire une entreprise globale. Super, je pense que beaucoup de gens ont ce rêve-là. Mais comment tu y arrives? Ça doit commencer par un pays, ensuite 2 pays, 3 pays. Comment vous avez choisi quel pays aller et ensuite comment ça s'est construit? Et aujourd'hui, pourquoi 31 pays et pas 33? C'est intéressant comme sujet. Ouais. Alors, plusieurs choses. C'est plusieurs pistes là, à explorer avec cette question. Mais je dirais que la première, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc nous, on voulait, avec mon père, une agence globale.
Donc, on a été toujours très dur de toujours être rentable. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette rentabilité? On peut payer les actionnaires et des dividendes ou on remet dans l'entreprise. Et nous, on a, pendant 15 ans, énormément investi dans notre développement. Donc, un peu deux comptabilités, on va dire. Une comptabilité du business opérationnel qui doit faire sa rentabilité et comment on déploie cette rentabilité consciemment pour pas se perdre tout à coup, on ne sait plus où est l'argent et à quoi il a servi. Donc, on a en effet... En fait, c'est quand j'ai rejoint à peu près vers 1997, c'était vers 2000, on a commencé à l'international. J'avais rejoint depuis pas beaucoup d'années, mais un tout petit peu, 3 ans. D'abord, on a monté un bureau à Lyon, après on a acheté une petite entreprise en Angleterre. Et en fait, on a construit un headquarter, donc un centre. On a nommé un directeur finance global, un directeur RH global, un directeur commercial global, un directeur pour les différents services qu'on offrait globaux, directeur ou directrice. Et donc, on a vraiment investi dans la structure de l'entreprise, donc dans les fondations de la maison. Puis après, on a pu monter le gratte-ciel de plus en plus haut. Et vraiment cette fondation. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de ROI si on n'investit pas avant. Donc, en fait, il faut prendre cet investissement. Et donc, on a investi de manière extrêmement diligente dès le début dans la construction. Tu dis, vous avez acheté... Tu as parlé de Lyon, puis après de racheter une boîte. C'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Non, c'était deux choses différentes. Ouais, on a eu plein de start-up, mais en fait, après acquisition, c'était des petites boîtes aussi, des fois. Ouais. Et l'expansion, quand elle a commencé justement avec Lyon, alors Lyon, c'était le premier, tu disais, là, c'était un bureau que vous avez ouvert. Ouais, c'est ça. On s'est dit, c'est pas loin, c'est facile, on peut aller en voiture. Et après, vous avez commencé avec des acquisitions. À quel moment les acquisitions, vous avez beaucoup investi en Asie à un moment donné, à quel moment vous avez décidé que c'était la bonne stratégie pour vous de faire ces acquisitions pour grandir à l'étranger? Peut-être en deux phases, première question. Et puis avant ça, comment vous avez décidé que c'était la bonne solution d'utiliser l'acquisition comme engin de croissance d'une certaine manière? En fait, quand on a eu des réflexions, donc nous, on s'est dit, mon père m'a demandé très tôt, tu restes ou tu pars dans l'entreprise familiale. Donc j'ai dit, je vais venir déjà. C'était la première question. Puis après, est-ce que tu restes ou tu pars? Puis j'ai dit, on va rester. Puis c'est là où il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc on s'est posé. Puis là, on a décidé, on va monter une agence globale. On a envie de donner des opportunités de carrière à nos équipes. On ne veut pas être figé par la petite Suisse, même si elle est magnifique en termes de développement. Donc, on a décidé de partir à l'international. Et puis, dans l'arsenal, c'est facile. Il y a deux possibilités de pénétrer un marché. C'est une start-up ou une acquisition. Il n'y a pas d'autres modèles. Donc, on est parti avec, entre autres, les acquisitions comme stratégie de développement. Et là, vous avez cherché les premières boîtes à acquérir. Vous avez fait le tour. C'est ça. Il y a eux, on va leur parler, on va essayer. D'abord, on a fait le petit truc un peu. On s'est dit, on voudrait faire autant de business en dehors de Suisse qu'à l'intérieur de la Suisse. Évidemment, c'était le principal, c'était Europe à ce moment-là. Puis après, on s'est dit, on va faire plus de business en dehors de l'Europe qu'en Europe. Et je suis en train seulement d'y arriver maintenant. On est à peu près équilibré entre l'Europe et le reste du monde. Donc, je suis content. C'était ce qu'on avait décidé il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, on a réussi. Ça, c'est hyper cool. Mais voilà, après, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait dans mon métier, il y a une association qui s'appelle ICCA, qui est une association, en gros, de conventions et de conférences pour les professionnels, et ils ont un ranking, un listing des villes et des pays où il y a le plus d'événements internationaux. Donc en fait, moi je me suis dit, tiens, les événements internationaux, s'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a un marché dans ces villes ou ces pays-là, et ça veut dire qu'en tant qu'étranger, je peux réussir, parce que c'est des villes cosmopolites, probablement il y a beaucoup d'académiques, parce que souvent le contenu attire l'événementiel, et donc j'ai pris cette liste et on s'est dit, on va être dans les 20 plus grands pays où il y a qui sont le plus internationaux. On aura plus de chances en tant qu'étranger de réussir. Donc on a pris cette liste, j'ai commencé à visiter ces villes, à me mêler du networking local. Et puis après, soit j'ai découvert quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bosser avec toi pour monter le truc, ou on a rencontré des sociétés qui étaient à vendre via notre réseau, du bouche à oreille, etc. Mais quelque part, c'était... ça, on peut en parler, mais en fait, on a créé du inbound. En fait, avant qu'on parle tous de inbound avec le marketing digital, en fait, moi, j'ai identifié tôt dans ma vie que, par chance, je peux vous raconter l'anecdote, mais que si on est visible, en fait, les choses viennent à soi, en fait, quelque part. C'est un peu on donne, on reçoit. Et en fait, c'était au tout début de ma carrière. Mon père m'a pris dans un salon professionnel dans le métier, à Chicago. Il y avait
il n'y avait qu'un salon en Europe similaire, mais il y en avait un gros à Chicago où il allait tous les ans pour chercher des clients qui voulaient venir en Suisse faire des événements. Donc il allait chercher là-bas. Et puis il y avait une très grande soirée organisée dans l'époque, c'était par Starwood, c'était connu. Donc dans les salons, souvent le soir, les grands prestataires invitent les clients potentiels. Et c'était au House of Blues à Chicago. Et donc quand on rentre, dans le temps, vous n'avez jamais connu ça, mais à votre jeune âge, on prenait une carte de visite pour la mettre dans un pot. Et puis, il faisait un tirage au sort comme ça. Ouais. Vous voyez ce que c'est ? Moi, je suis un peu plus je sais pas, je vous ai jugé. Vous êtes beau et jeune. C'est gentil, merci. Ça veut dire que j'ai l'air jeune. Donc, en fait, je mets la carte. Puis là, on rentre avec mon père. Puis il me dit, tu vas gagner ? Puis je fais, comment ça ? Il me dit, si tu joues, c'est pour gagner dans la vie. Sinon, tu peux pas. Alors, je me rappelle, je fais 3 pas en arrière. Je regarde ma carte. Et je dis, je joue pour gagner dans le pot. Et je pars. Et le Grand Prix, donc je suis tiré au sort. La moralité du sort. Donc, je monte sur le stage. Donc, c'était encore, il y avait un peu tous les plus grandes agences, les plus grands clients qui étaient là. Et puis, le lendemain, qu'est-ce qui se passait quand j'allais au salon ? En fait, tout le monde me connaissait. « Et Seb, ça va d'hier ?» Voilà, anglo-saxon, les high-five, etc. Donc, je me suis dit, wow, c'est cool. Et puis ça, encore aujourd'hui, tu vois, ça fait longtemps maintenant. J'exagère un petit peu, mais pendant longtemps, ça a pu rester. Donc, je me suis dit, tiens, si on est visible, en plus j'avais un peu le truc père-fils, il fallait que je me fasse un prénom, donc tout ça, ça arrivait un peu en même temps. Et donc après, j'ai réutilisé cette recette très rapidement. Donc en fait, en 2001 à peu près, 2002, je me suis dit, il faut que je me fasse un prénom. C'était un peu quelques années après ce truc de tirage au sort. J'étais dans les opérations, puis là, je rentrais dans le leadership dans l'entreprise. Donc je me suis dit, maintenant, il faut que je dirige, il faut que je lead, il faut que je fasse une place, il faut que j'ai une opinion. Ce n'est pas juste de l'exé maintenant, je rentre dans la direction. Et puis j'ai fait ce que j'ai appris à l'école, j'ai analysé le marché et j'ai identifié rapidement que les départements achats dans les entreprises allaient rationaliser l'achat d'événementiel, de la communication, des différents services qu'ils achètent en dehors. C'était un peu la nouvelle tendance. Avant ça, les départements achats faisaient surtout de l'industriel, les boulons, les machines, etc. Puis là, ils allaient rentrer dans le service, donc ce qu'ils appellent le indirect. Et donc, j'ai identifié ça. Par rapport à du hasard de la vie, mais voilà, j'ai su l'identifier. Et puis en fait, donc, j'ai downloadé des bouquins, je me suis un peu renseigné, et puis je me suis inscrit dans une convention dans mon domaine. Ils cherchent toujours des intervenants dans les grands salons, les conventions, donc je me suis fait un petit abstract comme ça, je l'ai soumis, et j'ai été pris pour parler. Le futur des achats dans le domaine de l'événementiel et comment les entreprises vont complètement changer la manière d'engager leurs agences. Puis j'ai été pris, et puis dans un domaine qui est un peu pas très globalisé, en une présentation, je suis devenu expert mondial. Et donc après, j'ai été invité par plein d'assos, même il n'y avait même pas le digital encore, mais plein d'assos à travers le monde pour refaire mon keynote sur le futur des achats, de la rationalisation, etc. Après, j'ai été invité par des clients aussi pour me dire « Ah mais qu'est-ce que tu as identifié ? Comment il faudrait faire ?» Donc ça m'a fait du inbound au niveau du secteur, attirer du talent, trouver des sociétés à acheter, et puis ça m'a donné des clients. Du personal branding avant le personal branding et avant LinkedIn. Ouais, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on voulait aborder, c'est bien que tu l'abordes, c'est la prise de parole en public ou le personal branding de manière générale. Donc là, tu nous expliques quand même que ça a été assez important pour toi. À quel point tu penses que tout dirigeant devrait en fait investir là-dedans, dans la capacité à parler en public, de faire des présentations, des keynotes, tu penses que c'est important ? Franchement, je ne connais pas tous les business, je connais que le mien. Donc dans le mien, c'est une société de service. Donc dans le service, on est entre humains, donc ce côté, c'est vrai, incarné, je pense qu'il joue un rôle dans une société de service. Les autres, je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé dans d'autres boîtes. Maintenant, ce qu'on observe quand je regarde quand même, c'est que ces grandes sociétés, quand même, les Apple, les Google, les Microsoft, les Amazon, les Facebook ou Meta, on voit bien que les dirigeants incarnent vraiment l'entreprise. Il y a un lien fort entre ça. Maintenant, j'imagine qu'il y a plein de boîtes où c'est moins nécessaire. Ça dépend un peu si on est une société publique, pas publique. Mais moi, c'est ce que j'ai utilisé. Ouais. Et tu l'utilises encore aujourd'hui ? Oui, absolument. Ouais. Tu fais encore beaucoup de... Moi, je sais que j'étais venu te voir à la Foire du Valais l'année passée, je crois. Ouais. Tu fais encore beaucoup, justement, de public speaking, etc. Ça fait partie quand même d'une grosse partie de ton temps aujourd'hui. Oui, y a les podcasts maintenant qui ont commencé depuis quelques années. Je peux encore, j'en ai pas fait beaucoup. Et puis, surtout en interne, moi, je me concentre beaucoup sur mes équipes. Je pense que c'est essentiel. Ils ont besoin de savoir où on va, comment on voit,
qu'il y a un humain derrière, que c'est pas juste des actionnaires qui sans passion, sans émotion. Encore, on est dans le service et je pense que ça drive beaucoup nos affaires d'incarner l'entreprise. Ouais. Tu parlais, pardon, je reviens juste sur un truc que tu disais avant, tu parles souvent justement d'avoir travaillé avec ton père, le travail en famille, etc. Et tu as mentionné dans une autre interview où tu dis travailler en famille, c'est un vrai laboratoire de confiance. C'est comment de travailler en famille? Est-ce que tu le recommandes? On entend aussi souvent il faut jamais faire ça ou jamais. Voilà. Toi, ça a de l'extérieur bien fonctionné. Après, il y a les challenges internes aussi, j'imagine. Mais c'est quoi aujourd'hui c'est quoi ce laboratoire de confiance? Est-ce que pour finir, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu en as tiré d'une certaine manière? Je ne sais plus le contexte. Des fois, on dit des trucs hors contexte. Donc ça sonne ça super sonne vachement bien. Ça sonne vachement bien. Ça sonne vachement je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. Mais est-ce que t'es non, pour, mais bien sûr, sur le principe, en fait, donc, nous, c'est vrai que ça a bien marché. Mais je considère d'avoir parlé avec d'autres, des occasions d'avoir parlé avec d'autres sociétés familiales. Moi, je considère que tout le mérite est pour mon père. Parce qu'on entend souvent la caricature, c'est le fondateur qui n'arrive pas à lâcher et qui se dit que le fils, la fille n'y arriveront pas, ils ne sont pas encore prêts. C'est la caricature qu'on a un petit peu, mais en fait, en réalité, c'est d'abord le père qui ne veut pas lâcher. Et moi, j'ai pas réussi. Il a réussi, en fait, à vraiment à faire confiance et à tester, et pas grave les erreurs. Donc, pour moi, le mérite lui en revient qu'il a réussi à lâcher et laisser la place. Et à te faire confiance et à faire confiance. Ouais. Et à faire confiance. Après, ça se mérite, bien sûr, mais ça vient en premier, il faut bien l'opportunité. Et lui me les a données, les perches et les opportunités. Et je les ai comment prises. tu gardes cet état d'esprit un peu familial, culturel, alors start-up ou pas, mais on va dire cette culture principalement aussi quand la boîte elle grandit, parce qu'au début vous êtes peu, vous êtes une trentaine ou je sais pas combien, puis ensuite voilà, aujourd'hui vous êtes 1800, donc forcément c'est différent structurellement. Mais comment tu essayes aussi de transmettre ce côté où voilà, on a une entreprise familiale, on a un esprit familial, on veut garder ça à plus grande échelle. Bon, déjà après, les choses ont évolué, mais on est familial dans le leadership et on va dire l'actionnariat de référence, mais on a quand même 30% de l'entreprise qui est détenue par nos directeurs. Donc on a créé une entreprise où on partage la création de valeur avec ceux qui y contribuent. Donc ça, c'est essentiel. Donc ça garde ce côté entrepreneurial. Et si on relativise, on est une boîte toute petite. Alors c'est plus grand forcément qu'une agence locale, mais c'est plus petit que Publicis ou Omnicom. On est tout petit. Donc en fait, il y a énormément encore de chemin comme potentiel. On est au début, c'est pour ça on a encore beaucoup d'années de croissance potentielle. Tu peux, je ne sais pas jusqu'où tu peux rentrer dans le, entre guillemets, le détail, mais tu disais 30% de la boîte est détenue par le leadership. Comment ça se passe, ça, concrètement, quand tu commences dans cette avenue-là de dire, voilà, on va distribuer une partie de l'actionnariat au leadership? Comment ça se passe dans les faits? Est-ce que c'est une proposition à quelques personnes en disant, voilà, est-ce que vous voulez devenir actionnaire? Voilà le prix. Voilà. C'est quoi concrètement quand tu décides de faire ça? Ça ressemble à quoi au tout début? Déjà, ça ressemble à une philosophie de base, c'est qu'on n'a jamais rien donné. Il faut acheter. C'est-à-dire qu'il faut faire le chèque. Donc, psychologiquement, pour moi, c'est qu'on doit investir. Et donc, en fait, ça, c'était pas mon idée. À l'origine, c'est mon père. Donc, il faut investir. Donc, il a créé une première opportunité. C'était vraiment la première année que j'ai rejoint. Donc, moi, je faisais pas partie de ce modèle-là, où on a défini une méthode de valorisation de l'entreprise. Et donc, les dirigeants ont acheté une part de l'entreprise. Prix privilégié, conditions de paiement, OK, mais acheter. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, faut vendre ta maison. Donc, en fait, il y a quand même une connexion réelle, un éveil autour de la responsabilité, autour de cet actionnariat. Donc, pour ma part, aujourd'hui, on est familial, encore une fois, parce qu'on est chairman, CEO et actionnaire de référence dans l'entreprise, mais moi, j'ai acheté ma part. Donc, j'ai mon actionnariat, il a son actionnariat. Donc, ce n'est pas notre actionnariat, même si forcément destin lié. Mais on a chacun notre actionnariat. Donc, ça garde cette même philosophie aussi peut-être de cette transition qu'on disait avant qui a fait une différence aussi, c'est que je suis devenu son associé et il avait appris à respecter des associés avant et il m'a respecté comme associé, pas juste comme son fils qui vient dans l'entreprise.
Donc ce côté-là a facilité aussi la collaboration père-fils. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est ouvert, entre guillemets, l'actionnariat. C'est-à-dire quand tu arrives à un certain niveau de leadership, tu as cette option qui est tout le temps ouverte, ou c'est quelque chose que vous ouvrez de temps en temps? Ça se passe comment? Non, c'est ouvert chaque année, une fois par année, à la période du bonus. Il y a une opportunité d'échanger contre une part de l'entreprise à partir du moment où on est d'un certain niveau. Et ceux qui partent à la retraite, ils sont rachetés par le système. Et quand vous devez prendre des décisions difficiles, comment ça se Comme passe? tous les jours. Ouais, voilà, exact. Alors, Mais tu disais tout à l'heure... tu disais, il y a quand même une bonne partie de l'actionnariat du coup, qui est possédée par le leadership. Bon, ça veut quand même dire qu'il y a une autre grosse majorité qui est possédée par les dirigeants. Mais tu parlais au tout début de l'aspect de collaboration, de l'aspect que c'est une de vos forces de réussir à prendre des décisions ensemble, etc. Mais j'imagine que des fois, c'est aussi compliqué. Chacun veut essayer de... Alors, peut-être pas chacun veut essayer de faire entendre sa voix, mais quelque part, dans une entreprise et dans un système d'actionnariat comme celui-ci, j'imagine qu'il y a un côté un peu démocratique qui se met en place. Quand il y a des décisions qui, parfois, c'est difficile, il faut trancher, comment ça se passe? Alors, on a créé, alors qu'on est une entreprise privée, un conseil d'administration. Et en fait, on a cultivé un conseil d'administration comme si on était une société listée. On écrit des comptes rendus, on prend des décisions officiellement là, elles sont soumises par le comité de direction, présentées par le CEO. Donc c'est vrai qu'on a essayé de garder cette indépendance entre actionnariat et gouvernance. On a vraiment toujours essayé de faire cette différence. Donc, on ne va jamais prendre une décision parce que quelqu'un dit « j'ai 5% des parts, j'ai 10% des parts, donc j'ai le droit ». Quelque part, nos actionnaires, managers, ont compris, parce qu'elle est écrite et déclarée, qu'il y a une gouvernance. Voilà ce qui est décidé au board, le budget, les budgets, la stratégie long terme, qui est soumis par le comité exécutif, qui reçoit le comité exécutif du comité de direction, les pays. Donc, en fait, on a vraiment cette échelle, cette communication bottom-up et top-down qui est formel et régulé. Donc en fait, ça fait le contrat de confiance pour moi avec nos co-actionnaires. Donc on n'a jamais eu franchement de challenge autour de ça. Il y a un processus et vu que notre BP est déclaré d'avance, il n'y a pas de surprise. En fait, la clé pour moi dans une collaboration, un actionnariat, c'est de partager et de communiquer. Et est-ce que tu penses que à toute échelle d'entreprise, devrait y avoir des gouvernances qui soient claires, structurées, ou est-ce que c'est quelque chose qui devient critique à partir d'une certaine taille? Alors nous, on a quelque chose qui s'appelle le snake. Donc c'est l'idée du serpent. C'est juste parce que sur une PowerPoint, on voulait faire beaucoup d'étages pour expliquer la gouvernance, puis ça ne rentre pas dans une slide en horizontal. Donc en fait, ça fait un snake. Et en fait, c'est vrai qu'on part une grande vision, long terme, à 100 ans, à 5 ans, à un annuel, donc ensuite au bureau, donc du groupe au bureau business unit, au business unit au directeur de compte, au chef de projet, aux assistants. Donc en fait, on va de en haut en bas, puis on explique comment le process de décision et qui a droit à quoi comme décision et l'impact que ça a, l'addition tout en haut, qu'est-ce que ça fait pour toi dans l'organisation à chaque échelon. Et ça, tu peux le faire à toute échelle, c'est juste que ton snake sera un peu plus petit en fonction du nombre d'étages. Oui, exactement. Sur un slide, là, c'est bon. Exactement. Voilà, ça dépend. sur un slide. Ouais. Non, mais c'est pour expliquer quand on a une priorité. Par exemple, on a une grande priorité autour de l'intelligence artificielle, quelque part, de dire, OK, donc nous, notre vision, c'est vraiment qu'elle soit déployée partout. Toi, au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire? Sois curieux sur l'intelligence artificielle. Ouais. Il faut être curieux parce que, tiens, si tout le monde, tout le temps, ils disent on va l'utiliser tous les jours, si j'ai rien compris, par contre, j'ai des possibilités. Tu peux faire un cours online qu'on offre sur notre plateforme. Tu peux poser des questions à ton manager dessus. Tu peux aussi te renseigner toi-même tout seul. Donc, en fait, c'est vraiment de montrer ce rapport entre ton jour le jour et la grande vision tout à la fin. Et ça, c'est peut-être une question un peu naïve, mais comment tu fais passer ce message à ces 1800 personnes? Tu parlais de plateforme de formation interne. J'imagine qu'il y a beaucoup de communication interne. Est-ce que c'est des newsletters internes? Comment tu fais passer ça? Alors, moi, j'applique ce que je fais pour mes clients. C'est-à-dire qu'on va voir nos équipes en vrai et on fait des présentations. Alors, dans le temps, je visitais tous les bureaux. Après, j'ai eu un ou deux... le comité exécutif, on était 4
qui pouvaient aussi se remplacer, se substituer. Aujourd'hui, on est 6. Et entre nous 6, on va visiter à peu près tous les bureaux, au minimum 1 à 2 fois par an. Et moi, je ne vais jamais aller dans un bureau sans voir tout le monde, normalement, quoi. Il y a des exceptions, parce que si un bureau, je vais souvent, ils savent que je suis là, puis c'est plus naturel. Il y en a certains où je vais un peu plus souvent, mais on va tout le temps faire des town halls, des all team meetings, des Q&A. Donc, on a toujours un message à faire passer, qu'on veut passer chez tout le monde. Donc, en gros, on va avec notre bâton de pèlerin, un par un, en gros, et c'est comme ça qu'on s'assure que les messages est de manière cohérente et consistante et annuelle. Donc nous, j'ai aussi quelque chose, moi je crois beaucoup dans le rythme, je me suis inspiré un peu de la savane, c'est-à-dire que dans la nature, il y a des plantes, il faut mettre une graine, ça grandit, à certaines saisons il y a des fleurs, après on diversifie son jardin et puis on met d'autres types de graines qui fleurissent à d'autres moments de l'année. Donc je crois, et puis ça part et la saison d'après ça revient. Donc ce cycle de la vie, je crois beaucoup dans l'entreprise. Donc nous définissons, il y a à peu près une dizaine ou une douzaine d'interactions clés qui concernent les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise, qui sont déjà aujourd'hui définis pour l'année prochaine. Donc personne va se dire, tiens, quand est-ce que c'est la prochaine fois que Seb va nous parler de l'actualité de l'entreprise? Ils savent déjà, c'est le 19 décembre, c'est le 13 mars ou un truc, je ne sais plus par cœur les dates, mais après il y a mars, juin, septembre et décembre l'année prochaine. La date est déjà fixée aujourd'hui, ils le savent déjà. Et à tous les échelons, donc on a à peu près, je dirais 5 échelons. Il y a le comité de direction, bon ça c'est facile. Après il y a tous les DG de l'entreprise. Après il y a le senior management, le middle management et le all team. Et tout ça, c'est déjà tout planifié, c'est au même moment de l'année, de manière cohérente chaque année. C'est un town hall, c'est une présentation, c'est une vidéo, mais quelque part, c'est un moment où il y a une communication claire qui va être faite avec tous les messages clés et un résumé de qu'est-ce qui vient de se passer et où on va après. S'en inspirer. Si on revient un tout petit peu sur la société en tant que telle, sur MCI en tant que telle, si on regarde votre site aujourd'hui avec un œil extérieur, vous faites beaucoup de choses, les events forcément, marketing digital, content, data. Si toi, aujourd'hui, tu dois le résumer, tu dois pitcher un peu MCI, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la boîte, comment tu l'expliques aujourd'hui? C'est quoi votre cœur de métier? C'est vachement dur, ça, toujours comme question. Facile, ça dépend à qui. Non, mais notre cœur de métier, pour faire simple, c'est vrai qu'on est dans l'événementiel. Après, le problème, c'est si j'en reste là, y a de l'événementiel grand public. Non, nous, c'est vrai qu'on fait du B2B. Donc, en fait, on travaille pour des entreprises qui visent principalement des audiences qualifiées et internes. Donc, c'est une convention d'entreprise, c'est un kick-off meeting, c'est une réunion avec leur chaîne de valeur, c'est une réunion avec les académiques qui vont amener du contenu pour leur entreprise, donc des audiences qualifiées et internes pas que les employés, au sens stakeholder, je dirais. Donc c'est ça notre métier, c'est aider les entreprises à réussir leur business en activant leurs audiences, entre autres dans des environnements physiques pendant un moment authentique et humain. Ok. Intéressant. On avait entendu un terme que tu as donné qui était agence globale d'engagement marketing, ou engagement marketing pour le côté francophone. Qu'est-ce que le mot engagement pour toi est signifié aujourd'hui dans le monde digital, physique, où on est assez saturé? C'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on utilise beaucoup. C'est quoi ta définition de l'engagement? Oui, c'est vrai que c'est un mot, bon, c'est le marketing, hein, donc voilà. Mais pour nous, c'est vraiment le mot parce qu'on est en train de parler d'activer les forces vives. Donc c'est d'engager ces forces vives pour qu'elles déploient leur passion, leurs idées, leur cœur, leur cerveau pour l'objectif du moment. Suivant quelle audience c'est, ça aura un autre objectif. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, on parle de personnalisation beaucoup. C'est vraiment l'idée d'humaniser les entreprises. Et donc, en fait, c'est vraiment ça notre métier. On aime à activer les forces vives, leur montrer qu'ils peuvent contribuer et pas que en envoyant un email parce qu'on ne sait pas où il va. Donc là, on contribue en live. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'engagement des audiences dans un environnement physique. C'est ce qu'on fait. Tu as mentionné avant, je voulais revenir dessus, mais c'est l'IA, forcément, tu en as parlé. Peut-être en deux phases. La première, c'est vous, aujourd'hui, tu disais, voilà, l'IA est important, il y a tout le staff qui sait, tout le monde sait, etc. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez le truc arriver? En quoi ça vous touche? Comment vous le
très rapidement, après on va rentrer dans les détails et j'ai 2-3 questions précises à ce niveau-là, mais je dirais déjà globalement, comment vous, l'IA, vous l'appréhendez aujourd'hui? C'est quoi un peu votre vision là-dessus, de manière globale? Alors, pour faire simple, c'est que j'y crois à fond et qu'on va l'utiliser dans tout ce qu'on fait en tant que société de services professionnels. Notre métier, c'est d'écrire des contenus, d'analyser des contenus. Donc, en gros, c'est de créer du contenu. Donc, c'est vraiment notre métier à longueur de journée. Donc, l'AI est un accélérateur phénoménal pour ce genre de tâches. Donc en fait, on a depuis vraiment le début, on était un des premiers clients. Nous, on a déployé il y a déjà, ça doit faire 3 ans maintenant, Copilot chez toutes nos équipes. On était dans les premiers. Aujourd'hui, on a toute une suite. On a déjà énormément. On a un taux d'utilisation qui est plus haut que chez Microsoft eux-mêmes. On est à plus de 90% de taux d'utilisation journalier d'AI dans notre entreprise. On peut traquer avec. En moyenne par employé? Ouais. Waouh. Tout le monde a accès et tout le monde utilise tous les jours, en gros, quoi. On est pour quelque chose. Ouais. Ça peut être relire un mail. Moi, je suis nul en orthographe en français. J'ai fait toutes mes études en anglais. J'ai vraiment honte pour moi parce que je fais tout le temps des fautes. C'est plus grave maintenant. Maintenant, t'en as plus je peux te faire corriger, quoi. Voilà. C'est trop bien, quoi. Ça fait Chacun l'utilise dans son job. Ouais. Voilà, dans son job. Écrire des PV de réunion, préparer des meetings. C'est une accélération pour nous dans mon domaine de création, d'analyse et de rédaction qui est complètement fou. Donc, c'est génial. Ça nous donne beaucoup de pouvoir et ça enlève beaucoup de tâches pas sympas, en fait. C'est ça qui est beau, en plus. C'est que ça enlève des tâches pas sympas et ça laisse les tâches de stratégie, de conversation, de concept ouvertes. Plutôt que d'écrire un compte-rendu de réunion, là, il est quasi à 80% fait. Et en quoi ça va changer, à ton avis, ton hypothèse là-dessus, en quoi ça va changer votre cœur de métier qui est l'événementiel sur les, déjà, tu vois, 3-5 prochaines années? Alors, le risque à court terme, c'est forcément les clients qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Donc, on voit déjà les briefs des clients où alors, il y en a des bien faits et il y en a, on voit, ils jouent avec le feu parce que c'est un métier quand même. Donc, on voit un peu ce côté-là. Donc, les briefs commencent à changer avec... Certains sont un peu mieux et puis d'autres, ça va pas. Parce que dans la vraie vie, ça, c'est pas possible. Ensuite, en fait, j'utilise toujours l'exemple, une année, j'ai un directeur achat d'une société technologique qui m'appelle et qui me dit « Ah vraiment, là, ça va pas, vous nous avez volé. » J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» On a fait un événement en Espagne avec vous. Vous nous avez facturé le repas de la soirée, c'était une grande paella à 30 €. Moi, j'ai regardé online, ça coûte 9 € une paella. Donc voilà, il y a un décalage. Il y a du personnel, il y a de la déco, il y a un lieu, une exclusivité, le choix des produits. Donc quelque part, c'est un peu ce risque-là aujourd'hui avec l'AI, c'est que tout le monde, et je mets l'interne dedans, dans mon domaine de la communication, hein, c'est notre domaine, on fait de la communication et du marketing à la fin, à travers l'événementiel. Tout le monde croit qu'il peut tout faire. Donc nous, en interne aussi, je dis aux équipes, attends, c'est pas parce qu'avec Sora, on peut faire une petite vidéo que tu es devenu vidéaste maintenant, quand tu es chef de projet. Donc, je pense que ça, nous, on a déjà fait ce pas-là assez loin, où tout le monde a compris que le but de l'AI, c'est se rendre meilleur à ce qu'on sait faire, c'est pas nous faire faire ce qu'on savait pas faire avant. Et je pense que ça, c'est essentiel dans l'évolution. J'adore cette phrase, je vais la réutiliser. Ouais, moi aussi, je me suis dit qu'il fallait que je la note. Ça, c'est vraiment... c'est très très bien résumé et je pense qu'il y a tellement de gens qui font cette erreur-là, de croire que parce que maintenant il y a l'IA, ils savent faire quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas ça qui les rend experts dans ce domaine-là. Parce qu'on va mal prompter, parce qu'on ne connaît pas, donc on va mal prompter, par exemple. Ça et on ne peut pas juger la qualité de ce que l'IA nous donne aussi. Exactement. Ouais, j'adore. Et pourquoi je te pose cette question, en fait, c'est que je voulais en arriver à un point qui nous je ne vais pas dire que ça nous obsède, mais on en parle souvent avec Max. Il y a c'était un tweet de Mark Cuban, notre ami Mark Cuban, qui, je le fais simple, hein, on le mettra peut-être à l'écran, mais qui dit... Dans 3 ans, en gros, il y aura tellement de AI online. En gros, des vidéos AI, on ne saura pas si c'est vrai. Les commentaires sur LinkedIn seront faits par AI. Le contenu sera fait par AI. Ce sera genre, en gros, Internet, ce sera un peu le monde de l'AI. Allez vous amuser là-dessus. Nous, on va se revoir en physique. Et il dit que tout ce qui est physique, justement, les événements, le face-to-face, machin, va boomer à nouveau. Quelle légende. C'est quoi ton... Non, mais de nouveau, parce que qu'est-ce que toi t'en penses? Que c'est plus intéressant ton avis que le mien, mais moi, je trouve ça tellement, d'une certaine manière, tellement logique de se dire, en fait... Mais déjà aujourd'hui, on le voit, tu vas sur LinkedIn, c'est
des contenus écrits par l'AI avec maintenant des commentaires écrits par l'AI et des photos générées par l'AI. Donc en gros, tu dis, en fait, qu'est-ce que je fous là quoi. Enfin, c'est quoi ton avis sur l'impact sur justement et je dis l'événementiel en grand, mais c'est le face-to-face, le fait de même prendre l'avion pour aller voir quelqu'un au lieu de le faire en Zoom, etc. Bon, forcément, j'ai un biais, mais ça me parle et au fond de moi, mon intuition me dit que, en effet, au fur et à mesure que les choses se digitalisent trop, à un moment, on va quand même avoir ce besoin qui est humain de se connecter, on est d'être sociétal, de rencontrer d'autres personnes. Ça va être le filtre ultime de l'authenticité et du contrat de confiance. Je t'ai touché, on s'est serré la main, on s'est regardé dans les yeux. Je pense que ce côté va rester. Maintenant, pour moi, ça coûte aussi cher de se voir. Tu parlais de temps. Il faut prendre l'avion, il faut faire un effort. Ça coûte cher émotionnellement. Des fois, tu dis « je vais à reculons à un dîner avec des amis, j'avais pas envie, j'étais bien à la maison. » Puis après, quand on revient, c'est « heureusement que j'y étais. » Non, mais heureusement que j'y étais. Et c'est pas du FOMO, etc. C'est juste, c'était génial. Et en fait, nous, on vit vraiment ça. C'est qu'il faut que nos clients, avec leur budget, il faut vraiment avoir une stratégie. On ne peut pas tout faire, ça coûte trop cher. Quand je ne parle pas d'argent, je parle de temps, de emotional commitment, de travail. Donc, c'est un investissement. En gros, c'est un investissement. Mais je pense que cet investissement a un retour sur investissement, un retour sur investissement important. C'est un peu le butterfly effect ou le multiplier effect en économie. Quand on met 1 franc, ça génère 10 francs d'indirect. Nous, notre métier, c'est vraiment ça. Super dur à trouver le ROI sur le moment. Mais en fait, quand on regarde les vagues, l'écho, comme quand on jette une pierre dans l'eau, il y a l'onde de choc est extrêmement forte. Et puis, c'est quoi cette onde de choc ? C'est des petites vidéos sur les réseaux, c'est les contenus, c'est la réflexion qu'on va avoir. Parce que mine de rien, moi, j'ai toujours dit, heureusement, en fait, que j'ai voyagé. On parlait de voyage, qu'on prenait un café ensemble, de monter un business dans le monde entier. Mais heureusement que j'avais ces voyages parce que ça permettait quand même de se poser. C'est de la méditation forcée, de la réflexion forcée, parce que je ne médite pas, mais je réfléchis au business. On est là, on est assis dans l'avion. Il n'y a pas toujours eu des grands écrans. Il n'y avait pas le Wi-Fi avant. J'ai pas de Wi-Fi. C'était la belle époque. Et donc, vraiment, ça permettait de réfléchir. C'est comme le sommeil profond, d'intégrer tout ce qui venait de se passer. Donc moi, je crois que le live va avoir une place fondamentale dans les stratégies de communication, de marketing, d'engagement, du capital humain des entreprises. Mais donc encore plus qu'avant, parce que j'ai l'impression que là, c'est mon... Plus de reconnaissance. Ok. Mais il y aura peut-être moins d'événements, mais il faut les faire plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence de personnalisation qui est beaucoup plus élevée. Beaucoup plus élevé. Là, je voyais un reportage un peu pour faire le pas sur RTS. Il y avait un reportage sur comment les boîtes de nuit sont en train d'évoluer, le monde de la nuit. Aujourd'hui, on peut plus dire « Ok, j'ai monté une boîte de nuit ou un environnement, et puis il va y avoir du monde tous les week-ends. Il faut l'animer, il faut faire des thèmes, il faut faire des concepts, il faut attirer des plus grandes stars. Il faut sans arrêt animer parce qu'on veut une certaine personnalisation où on va se déplacer parce que ça vaut le coup. » Et en fait, nous, c'est exactement la même chose dans nos métiers. Il y a une exigence qui est de plus en plus haute. Donc peut-être au lieu de faire 3 événements, il vaut mieux en faire 1, mais plus loin. Okay. Plus poussé. Plus poussé, quoi. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce côté où avant, maintenant, il faut réussir à sortir la personne de son canapé pour qu'elle vienne à ton événement. Donc, ça pousse aussi cette personnalisation. Après, il y a aussi le sujet des agences. C'est une question qu'on se posait, qu'on voulait te poser aussi. Est-ce que tu penses que le modèle agence tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été et tel qu'il le sera dans 10 ans, va rester tel qu'il est, ou est-ce que tu penses qu'il va fondamentalement évoluer ? Il y a un peu, on a discuté de l'AI, de la force de l'AI, du fait que des gens peuvent fondamentalement faire plus de choses, même si elles ne sont pas expertes. Est-ce qu'il y aura toujours déjà des agences ? Est-ce qu'elles vont fonctionner de la même façon ? Comment est-ce que ça va évoluer selon toi ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'on vit dans une période où c'est difficile de se prononcer.
Des fois, dans ma vie, à travers des différents services qu'on offre, j'ai tous voulu les fermer à un moment ou à un autre, puis aujourd'hui, je suis super content de les avoir, parce que la roue tourne, en fait, il y a des cycles. Donc aujourd'hui, nous, notre métier, pour faire simple, on vend des heures de travail. À la fin, c'est ce qu'on fait, une société de service, donc même si ce n'est pas modélisé comme ça, forcément, ultimement, c'est ça le résultat final. On passe des heures et on facture un montant à l'heure. Maintenant, avec l'AI, etc., il y a toujours la question... maintenant, la question, elle est, cette heure avec l'AI, elle vaut plus le même prix qu'avant parce qu'il y a l'expérience. Donc, comment on va factorer le prix? Donc, ça s'appelle le value pricing. Il y a des réflexions autour du value pricing. Maintenant, c'est pas facile d'aller voir des clients, de dire, bon, avant, c'était 1000 francs, maintenant, c'est 2000 francs jour. Même si on passe moins de jours, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Et après, il y a la réflexion de le prochain niveau, dans toute société de service à cette même étape. Et l'étape d'après, c'est ce qu'on facture sur les résultats. Donc, est-ce qu'on va arriver dans un monde où tout sera sur résultat? C'est-à-dire, OK, on va faire ça avec vous, mais ça nécessite de pouvoir mesurer. Et le challenge dans le métier des agences, en tout cas dans le nôtre au niveau de l'événementiel, c'est ce que je disais avec la pierre qu'on lance dans la mare, c'est que ça fait des vagues. Et comment je peux mesurer mon impact sur ces vagues qui sont en fait plus dans mon giron au bout d'un moment. Donc en fait, je me dis, ça va peut-être pas changer autant que ça, mais il y a quelque chose qui va changer parce que c'est obligatoire. Mais fondamentalement, si on regarde les 30 dernières années, ça va pas changer en fait. On a toujours besoin d'experts aussi pour guider les clients. Je pense que les agences existeront toujours parce que c'est le côté externe, c'est le côté aller chercher. On voit plus de choses. On voit ce qui se passe chez plein de clients dans un certain secteur. Quand tu es à l'intérieur, normalement, tu vois presque plus que ta boîte. Ouais. Tu as des pairs, mais c'est pas la même chose. Et du coup, la société MCI, dans 20 ans, c'est que ça ressemble à quoi? Normalement, je suis plus là parce que j'aurais 70. Ouais, c'est pas grave, justement, ça fonctionne sans toi. C'est quoi? Tu te dis, OK, t'as 70, t'es plus là. Tu regardes en arrière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont drastiquement changé? Est-ce que c'est plus de pays, plus de personnes? Pas forcément. Là, en ce moment, c'est hyper compliqué. Le monde géopolitiquement change. L'offre de valeur change. On va voir. C'est difficile. J'ai du mal à m'inscrire. Mais ce que je suis sûr, c'est que pour moi, il y aura des événements. Le contact humain va être quelque chose d'essentiel. Et il y aura le modèle agence. Je suis persuadé de ça. Après, comment ça va se mettre en place ensemble, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'il y aura ces contacts humains et ce sera essentiel à l'expérience de tout le monde sur Terre. On aimerait prendre un moment pour faire un peu un grand retour en arrière et parler un petit peu de ton parcours, surtout ton enfance et un peu les débuts, pour comprendre. On en a parlé un petit peu, mais on avait une ou deux questions là-dessus. Tu as grandi entre la France, la Suisse, et on a appris une communauté hippie. On a trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que cette enfance un peu multiculturelle t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi pour le rôle que tu as aujourd'hui en tant que CEO? Alors moi, toujours quand je réfléchis, je considère que je suis né à 11 ans. Donc avant, on ne se rappelle plus vraiment. Il y a des anecdotes, le truc hippie, c'est pour le marketing, ça fait bien, mais c'est vrai, mais bon, on ne va pas s'étaler sur la vie de mes parents. Mais moi, je considère que je suis né à 11 ans. Donc en 1987, je suis né de fin de l'année, donc j'avais 11 ans, presque 12. En 1980, donc j'avais 11 ans. Mon père m'a amené à Los Angeles. Et en fait, moi, je suis né pendant ces vacances d'été de 1987. J'avais 11 ans, donc c'est la période où on commence à réfléchir un peu consciemment. Moi, je suis arrivé à Los Angeles, les gens vivaient leur personnalité. C'était découvrir des États-Unis, tout est possible. On s'en fout un peu du regard des autres. On dit bravo quand tu as du succès. Les gens vivaient pour se faire plaisir. Tout le monde avait une maison avec une piscine, une belle voiture. À crédit ou pas, un autre problème. Mais des étoiles dans les yeux. C'était l'album Face de George Michael, que je me rappelle encore avoir acheté et qui parlait un peu de sujets de grands aussi, quand j'avais 11 ans. Une année avant, c'était Retour dans le futur, mais ça a été enregistré. C'était dans l'an 2000, il y aura des voitures volantes. Donc moi, je suis né ce jour-là avec des étoiles dans les yeux et en me disant, mais le monde est à moi, je peux tout bouffer. Et je me suis plus, en fait, jamais senti à ma place quand je suis rentré. Jusqu'à ce que je découvre le monde du business où je me suis dit, waouh,
Je peux faire tout ça, je peux voyager, je peux construire des choses, je peux travailler avec des gens, on peut avoir du succès. Et je me suis épanoui là-dedans. Tu compares on va dire la mentalité américaine, on va faire simple, à la mentalité suisse. Tu disais, genre, tu reviens ici, tu es peut-être un peu comprimé d'une certaine manière. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui un petit peu, étant basé en Suisse et une boîte suisse, etc. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, mais je suis pas à ma place, il faut que j'aille vivre aux États-Unis ou ailleurs, où justement il y a cette mentalité un peu différente? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a freiné dans le business ou au contraire, ça t'a apporté autre chose? Ces deux différences-là, parce que tu as connu les deux, justement. Non, mais en fait, quand je suis venu en Suisse, j'ai passé mon temps à voyager parce qu'on a construit la boîte à l'international. Donc, en fait, la Suisse, c'était juste ma chambre où j'étais un peu le week-end, mais je voyageais presque tout le temps. Donc, en fait, j'ai jamais senti, comme tu dis, cette compression. Et après... quand j'ai rencontré mon épouse et on a décidé de construire une famille, je me suis aussi rendu compte que c'était en fait un super endroit comme base. On a les montagnes à 1 heure, on a de l'eau à 5 minutes avec le lac. Et c'est vrai que ça, je dis toujours pour New York, l'intensité, les taxis, les avions, les rendez-vous clients, les OP, donc cette intensité folle de revenir ici, c'était extraordinaire comme havre de paix et une super base avec l'aéroport pas loin, donc hyper optimisé, les choses marchent bien, c'est organisé, c'est structuré, donc c'était une base incroyable. Et donc en fait, moi j'ai découvert après à quel point j'étais amoureux de la Suisse et que je voulais jamais vivre ailleurs. Et si ça n'avait pas été la Suisse, tu aurais vécu où? Par curiosité. Je pense que ça aurait été Los Angeles. Los Angeles, voilà. Okay. Tu parles souvent de l'importance que tu as, justement, et c'est intéressant, on voit que tu es quand même passionné par ce que tu fais, mais tu dis que c'est important de kiffer ce que tu fais, de kiffer ton job. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, là, je suis vraiment en train de kiffer, je suis exactement à ma place, ou au contraire, il y a des moments où tu te dis, non, mais là, j'en ai plein le cul, excusez-moi l'expression, mais voilà, j'ai envie d'arrêter. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie, mais je pense que là, ça revient à peut-être quand même la boucle bouclée de ce que tu as dit au début. Mes parents donc, ont grandi de 10 à 20 ans, c'était 65 à 75, quand je suis né en 75, c'était la période hippie, Woodstock en 69. Eux, leur but dans la vie, c'était d'être heureux. Et en fait, ils m'ont vraiment transmis ce goût-là avant tout. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est pour être heureux. Cette phrase, j'ai juste, si je dois dire une phrase de mes parents, je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça, mais de ce que je ressens sur l'éducation, c'est le bottom line de tout. C'est peu importe ce que tu fais, sois heureux. Moi, je suis content tous les jours. Il y a des moments difficiles, forcément, etc. Mais le but, c'est d'être heureux et d'être bien. Et on a le pouvoir de décision. Le premier, j'ai participé. La première fois, c'est 2006, où j'ai découvert le mot entrepreneur, même si j'étais actionnaire d'entreprise. En 2006, j'ai découvert ce mot, puis cette communauté d'entrepreneurs à Genève et après dans le monde. Et je me rappelle toujours, j'étais à une conférence mondiale sur les entrepreneurs, donc de Entrepreneur Organization. Et la première phrase qu'ils nous ont dit, quand on est arrivé dans une conférence, quand tu vas pour la première fois, il y a le first timer, les nouveaux. Donc je vais à la session les nouveaux. Et puis, sur l'écran, je me rappelle comme c'était hier, il y a une phrase, c'est « Tu es responsable de ta propre expérience ». Donc, viens pas te plaindre si tu as trop picolé la première nuit puis que tu n'arrives à plus aller une seule session après, c'est de ta faute. Si tu n'as rien appris dans 3 jours, c'est de ta faute. Et en fait, on peut tous prendre des décisions, presque tous, hein, on veut bien dire qu'il y a des choses, mais pour beaucoup de choses, on a en tout cas, nous ici, je pense dans beaucoup d'endroits, dans les endroits où nous on vit, le pouvoir de décision pour être sûr qu'on est heureux. Et sur le côté plus, entre guillemets, négatif, mais des erreurs, tu vois, que tu vois aujourd'hui en arrière en disant « Ah, mais là, c'est vraiment une des grosses erreurs que j'ai pu faire parce que j'ai pris cette décision-là. » Et de nouveau, au moment où on l'a pris, c'était la bonne décision, mais quand on regarde en arrière, c'était pas la bonne, etc. Est-ce que tu as une ou deux erreurs qui t'ont vraiment aujourd'hui marqué en disant, tu vois, là, niveau, je sais pas, genre, on n'aurait pas dû partir dans ce pays parce que ça a coûté, peu importe, ça a pris trop de temps, ça nous a fait décroître, etc. Tu vois certaines choses comme ça avec... Tu sais, je suis né à 11 ans et le film Retour vers le futur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Retour vers le futur, on ne peut pas changer le passé parce que sinon ça change le futur. Donc moi, je crois fondamentalement en ça. Donc, dans la culture américaine où j'ai fait mes études académiques, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Donc,
j'ai du mal à regarder derrière. Et les what it is, on a fait ce qu'on a fait et on avance. Et on avait décidé en pleine conscience et c'est de notre faute. Et on a décidé en pleine conscience et maintenant on avance à partir d'ici. Et puis c'est comme ça. On pourra Donc c'est juste, on ne pourra rien changer de toute façon. C'est la maîtrise, ouais, le choix. C'est le choix. Le choix. Le choix. C'est ça qui te rend heureux aujourd'hui, c'est d'être en contrôle et de pouvoir aussi choisir, de savoir que tu étais maître de toi-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te rendent aussi heureux? Les choix qu'on fait avec ma famille, avec mon épouse, on vit notre vie, ouais, je pense qu'on est alignés là-dessus. C'est pour ça qu'on est ensemble et qu'on fait ce parcours de vie ensemble avant tout. Et donc, c'est ensemble qu'on prend toutes ces décisions et ces choix. Et on a de la chance quand même. On a eu de la chance dans la vie, faut le dire forcément. Ça fait partie des choses. Et puis après, on a fait nos choix avec les opportunités qu'on a eues. Et il ne faut pas regretter. Et chaque choix est conscient et délibéré. Et est-ce que tu penses qu'il y a des croyances en tant que CEO ou dans ton métier de manière générale que toi tu avais au départ, que tu as balayé, que tu n'as plus aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de CEO qui ont des croyances qui sont un peu dangereuses et auxquelles qu'il faudrait balayer? Est-ce que tu as des apprentissages comme ça que tu as eu, des croyances en tant que CEO qu'il faut enlever? Là, tu as parlé effectivement de maîtrise de sa vie, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres croyances en tant que CEO qui peuvent être dangereuses ou qui sont des choses que tu as appris en cours de route qu'il faut balayer? Je sais pas, comme je réfléchissais pendant que tu parlais, hein, c'est pas facile, mais le mot qui m'est venu, c'est l'humilité. Quand on dit toi t'as réussi, toi t'as une grande agence, je sais pas si j'ai réussi, je sais pas si grande, ça dépend par rapport à qui. Donc faut garder l'humilité, faut se remettre en question tout le temps. Encore une fois, chaque jour on a une opportunité de faire un pas de plus. Donc est-ce qu'on peut le faire le plus possible, délibéré et en conscience le plus possible? C'est ce que j'essaie de faire. Et toujours rester humble. Ça peut tourner vite. Le Covid, ça a été un exemple pour moi violent, mais on a eu d'autres. Mais le scale du truc, c'était juste énorme. La moitié de ma boîte en quelques mois, c'est beaucoup. Mais voilà, l'humilité, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Donc, tu as commencé 21 ans, tu disais justement. Ouais. Aujourd'hui, tu as 50 depuis samedi dernier. Depuis ça, joyeux anniversaire un peu en retard. Merci. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu vraiment tout arrêter ou pas? On a tous des moments où on se dit purée, mais c'est chier, machin. Ça, c'est une chose, mais des trucs où tu dis non, mais là. Non, moi, c'est même le contraire. Tu as vraiment douté, non? Non, moi, c'est le contraire. Je veux surtout rien faire d'autre. Okay. En fait, plus j'avance, moins j'ai envie de faire autre chose. Plus ça rétrécit. Parce que j'aime, il y a le niveau de l'expertise du truc qui me fascine. La perfection me fascine, même si je sais qu'on ne doit pas y aller, mais je suis perfectionniste. Et donc, plus longtemps je reste, plus longtemps je vais pouvoir affiner tout. Et ça m'excite. Ça me donne de l'énergie. C'est beau. Je crois qu'on arrive à notre question traditionnelle de fin. Je me réjouis. Je te laisse l'honneur. Sébastien, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie? Faut avoir un peu de chance quand même. Faut avoir de la chance. Et c'est là l'humilité, donc qu'il y a aussi de la chance. Et puis si on peut avoir le luxe de choix, c'est fort. Est-ce que tu penses qu'on peut la provoquer, cette chance? Ouais, je pense qu'on peut la provoquer. Il faut savoir prendre les perches quand on a les temps, savoir écouter ce qui se passe. Ouais, on peut provoquer. On peut provoquer absolument. C'est avoir des... Je sais pas qui a dit cette phrase, mais avoir des rêves tellement grands que ça bouffe la vie pour pas que la vie bouffe tes rêves. C'est pas celle-là. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Sébastien. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci beaucoup. Merci, les gars. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars,
tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.